Mais vous voyez fort bien que chez les sujets contrôle qui se trouvent à l'extrême droite et en hachuré violet, ou disons couleur myrtille, vu que nous sommes tout de même dans un espace myrtille, eh bien on voit effectivement que la quantité de protéines éliminées est nettement plus importante, sachant que la moyenne à l'état de repos doit être inférieure en général à 100 microgrammes par minute. Mais chez les transplantés, on voit effectivement qu'il n'y a pas de modification lorsqu'ils sont poussés à leur maximum, c'est-à-dire 111 watts. Mais alors nous avons été curieux en se disant, mais finalement ces 111 watts, est-ce bien différent par rapport à 111 watts chez des contrôles? Eh bien, on constate effectivement que les sujets contrôles ont une légère protéinurie pour cette même puissance développée, alors que les transplantés n'en ont pas. Pourquoi? Vraisemblablement un petit problème de catécholamine. Pourquoi? Parce que ces reins n'ont pas encore été entièrement réénervés et nous souhaiterions bien tenter de faire cela chez des sujets, comme a dit Patricia Painter, parce que nous n'avons pratiquement peu d'informations au-delà d'une année post-transplant. Donc ce serait vraiment intéressant de le faire dans ces cas-là. On voit aussi effectivement que la quantité d'albumine qui est souvent prise en tant que témoin, rappelons-nous, l'un d'entre vous a bien dit attention à l'albuminurie au-delà de, ça peut être un témoin de quelque chose qui va mal se tourner au niveau du rein. C'est exactement la même chose. On a effectivement un accroissement important de la perméabilité glomérulaire chez les sujets contrôle, alors que chez les sujets transplantés, il n'y a pas de variation. Nous sommes toujours bien en deçà des 20 microgrammes par minute, qui est le niveau normal chez des sujets sans aucune pathologie au niveau rénal. Mais nous avons été un peu plus loin en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe avec une collègue de l'hôpital, de néphrologie, mais qu'est-ce qui se passe finalement au point de vue tubulaire? Il y a un excellent témoin du point de vue rejet d'un rein greffé, c'est de voir ce qui se passe lorsque l'on mesure la quantité d'une endopeptidase, qui est l'endopeptidase neutre, donc la neutral endopeptidase peptide, qui, elle, va couper en tranches obliques les protéines qui ont été absorbées et filtrées par le rein. Mais on constate aussi que c'est un excellent témoin précurseur d'un rejet du greffon rénal. Or, qu'est-ce que l'on observe lorsqu'on prend nos sujets transplantés et qu'on les met à 60% du maximum de l'intensité pendant 20 minutes, ou 80%, ou éventuellement 1 à 2 minutes à 100% du maximum. On voit effectivement que c'est la colonne rouge par rapport à la blanche qui est l'état de repos. On voit effectivement qu'il y a un léger accroissement de cette endopeptidase à 60 et 80%. Il n'y a pas de modification par rapport à 100%, mais une fois de plus, c'est 2 à 3 fois les concentrations initiales. Autrement dit, c'est très faible. C'est un petit fifrelin de plus par rapport à la norme. C'est de loin bien moindre que ce que l'on observe lorsqu'un véritable rejet de ce rein commence à apparaître. Et on voit aussi que la régression dans l'heure ou l'heure et demie, voire les 2h30 qui suivent, est une régression rigoureusement normale. Donc, on peut dire que non seulement le taux de filtration glomérulaire à un exercice intensif n'est pas tellement modifié et est toujours en deçà de la partie supérieure de la norme chez ce greffon, et il en est de même pour la réabsorption tubulaire ou pour, je dirais, un des témoins du rejet de transplant. Ça, c'est la même chose. Bon. Alors, on s'est aussi amusé en se disant, mais en définitive, qu'est-ce qui se passe lorsque je compare finalement un greffé rénal par rapport à un greffé cardiaque? À nouveau, on a pris d'autres sujets, évidemment, qui avaient un transplant cardiaque, en les mettant à environ à peu près la même intensité, 115 watts pour les uns, 111 watts pour les autres. Mais vous voyez fort bien qu'après l'exercice, dans la colonne de l'extrême droite, vous avez effectivement une protéinurie qui est un peu plus importante chez le transplanté cardiaque, mais qui reste relativement modeste par rapport au contrôle où c'est beaucoup plus important. Alors pourquoi plus chez le cardiaque? Mais le cardiaque, effectivement, a toujours ses reins qui sont relativement bien innervés. Donc, les catécholamines peuvent effectivement intervenir dans le processus, comme on a pu le démontrer par la suite par des substances, je dirais, anti- ou pro-catécholamines. Pour conclure, vu qu'on m'a demandé d'être bref,
On peut donc dire que chez le sujet ayant toujours ces deux reins, l'exercice intensif va amener une réduction du flux sanguin et du flux plasmatique rénal particulièrement importante en fonction de l'intensité de l'exercice. Et à juste titre, il faut nourrir ces muscles actifs, ces muscles squelettifs. On a effectivement une diminution moyenne, 50%, du taux de filtration glomérulaire. On a effectivement une perméabilité glomérulaire qui est certainement accrue. On laisse passer plus de macromolécules, à coup sûr. Et ça, c'est aussi un témoin d'une glomérulopathie. Et on a effectivement aussi, dans la réabsorption protéique en tout cas, une réabsorption tubulaire qui semble être saturée. D'où le principe de protéinurie et albuminurie. Mais qu'en est-il chez le transplanté rénal? Bien, on constate qu'il y a de très, très faibles variations dans ce transplant rénal, d'une part. Deuxièmement, la perméabilité est pratiquement normale, même si elle est légèrement accrue, mais d'une façon très, très modérée. Et enfin, il ne semble pas y avoir d'importantes ou même médiocres perturbations au niveau des tubules rénaux. Donc, pour nous, comme pour d'autres, et je crois que tout le monde en est maintenant convaincu, mais il faut que le corps médical, ceux qui ne sont pas là, autrement dit, qui ne savent peut-être pas, quand je dis peut-être, c'est une grande générosité, eh bien, on constate effectivement que l'exercice doit être pratiqué régulièrement, et comme on l'a dit, dès la pose de ce transplant, ou dans les jours qui suivent, légèrement, mais de manière à convaincre sur place qu'on peut faire de l'exercice parce qu'ils sont en surveillance permanente, constante, avant de les lâcher, ils leur disent « ouais, maintenant vous faites de l'exercice ». Non, on fait de l'exercice juste après aussi. Et deuxièmement, ça leur permet d'avoir une vie un peu plus saine par rapport à celle qu'ils avaient antérieurement. Et je crois que ça, ce n'est pas négligeable. Ça va aussi quelque peu réduire le coût de la sécurité sociale. Ça, c'est tout aussi important. Alors là, les politiques risquent éventuellement d'être un peu plus intéressés, mais en général, il leur faut au moins 1 ou 2 générations pour pouvoir comprendre ce genre d'exposé un peu, je dirais, synthétique. Alors, ceci dit, il me reste à vous remercier de votre bonne attention. Thank you so much for your kind attention. And if you have any question, I would be glad to reply or to give any further comments. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. Voici encore trois petites publications. Il y en a une quatrième parce que j'ai oublié de mettre celle du livre de M. Rieu dans lequel nous avions fait un petit condensé. Donc vous trouverez ces informations là. Et enfin, vu que nous voulons aussi faire un examen sur des gens qui font de l'exercice intensif tels que ceux qui vont le faire demain matin, et ce pendant 5 jours, on a encore quand même beaucoup de choses à apprendre sur ce fameux rein. Voilà. Cette fois, j'ai dit.